Monte le couteau. Moi, je préfère la machette. Et on bouge comme ça et on fait ça et bam bam. On fait ça pour s'amuser. On aime bien. On aime bien tuer les gens, les poignarder. On aime bien les armes, appuyer sur la gâchette. Comme des vrais fils de pute, tu vois quoi. Mais pourquoi? Parce qu'on a vu des copains le faire. On a essayé et ça nous a plu. Ça, c'est nos jouets à nous. Pour buter nos ennemis, nous, tu vois, on joue avec ça. Mais on joue dans la vraie vie. Ici, pas de petits jeux à la con. On joue à mort. On se raconte pas de conneries. Sans peur de la mort. Le jeu de la vie réelle. C'est notre jeu à nous. On s'en fout. La vie est dure, faut faire avec. On racle les armes au sol et les lièvres se tirent en courant. C'est un entraînement. On répète pour être prêt le moment venu, comme dans la vie réelle. On se prépare pour les duels au couteau. Comme ça, quand ça arrive, j'y vais pour de vrai. On est prêt. On n'a pas peur. De toute façon, on n'a pas peur de la mort. Faut juste en profiter tant qu'on est là. La bande des Oasis. Cette poignée de gamins passe le plus clair de son temps dans les rues de Moravia, un des quartiers les plus pauvres de la banlieue de Medellín, construit sur une décharge municipale. Lorsqu'ils font du bruit sous les fenêtres dans le quartier, avec leur chant de supporters du club de foot local, il ne vient pas à l'idée des voisins de faire la moindre remarque. Chacun sait ici que ces petits sont capables du pire. Pour quelques pesos, ils acceptent tous les boulots. Extorquer, voler, vendre de la drogue ou même tuer. Ils ne s'en cachent pas, au contraire. Pour ce témoignage, la plupart d'entre eux voulaient parler à visage découvert pour asseoir un peu plus leur autorité et leur réputation dans le quartier. Nous avons refusé de les exposer parce qu'ils sont tous mineurs. Moi, c'est Cafard. J'ai 12 ans. Moi, on m'appelle Nye, 14 ans. Moi, c'est Barreta et j'ai 12 ans. Bemba et j'ai 13 ans. Mon surnom c'est Piranha et j'ai 13 ans. On m'appelle Létal et j'ai 14 ans. Je veux rien faire. Je veux juste être un flingueur et tuer plein de gens pour qu'on me respecte. Je veux être le plus fort des Oasis. Je pense que la génération d'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Les temps ont changé. Maintenant, tout le monde aime voler, tuer, poignarder les gens, et puis la drogue, fumer, consommer de la coke, du crack, des drogues de synthèse, et tout ça. Moi, j'ai commencé à 9 ans. Maintenant, j'ai 14 ans, et je connais bien tout ça. Et ça te fait pas peur? Non, j'ai peur de rien. Tu sais, on n'a qu'une vie. Faut en profiter à fond. C'est du Toussi, de la drogue. Celle-ci est à la fraise. La verte est au kiwi. Ce sachet à la fraise vaut 6 €. Je vends ça sur une plaza, un point de deal. Soit sur une plaza, soit dans des petites rues comme ça. Dans ces endroits, on trouve de la marijuana, de la cocaïne, du Toussi et plein d'autres trucs. Quand je travaille avec eux, je dois payer le chef de la plaza. Létal
Piranha, Cafard et les autres ne se déplacent qu'en groupe, à la recherche d'un mauvais coup à faire. Ils ont toujours connu la violence. Elle les fascine. Comme cet événement qui a sidéré la Colombie il y a quelques mois. Au début de l'été, le sénateur Miguel Uribe Turbay est en campagne pour l'élection présidentielle. Il est en plein discours, au milieu de la foule, et soudain, il est abattu. 2 balles dans la tête. Le tueur, blessé, parvient d'abord à s'enfuir. Il est vite rattrapé par les services de sécurité. Lorsqu'ils mettent la main sur lui, c'est la stupeur générale. L'assassin est mineur, il a tout juste 14 ans. Le drame a choqué le pays tout entier. Pas eux. Pas la bande des Oasis qui ne cache pas son admiration pour le geste du jeune tueur. C'est génial. Il l'a fait pour l'argent. On lui a tout promis. Il a fait ça pour être célèbre, pour qu'on le respecte et pour l'argent. Tout le monde a pensé que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait tué, Miguel Uribe. Mais c'est un enfant qui l'a tué. J'aurais bien voulu être à sa place. Je l'aurais bien buté moi aussi. Confession sincère ou provocation gratuite des gamins du barrio? Difficile à dire. Les autorités colombiennes, en tout cas, prennent très au sérieux la question de la violence juvénile. Il faut dire que depuis quelques années, les enfants tueurs sont de retour en Colombie. Ils sont des centaines, comme dans les années 90, comme aux pires heures de l'époque de Pablo Escobar, le plus célèbre narcotrafiquant colombien qui recrutait même des enfants pour commettre ses crimes. Aujourd'hui, la violence générale explose dans le pays. Elle est liée à une forte augmentation du trafic de cocaïne, nourrie par une demande internationale sans limite. Les cartels et les guérillas se sont renforcés. Pour eux, les enfants, les garçons, sont une main-d'œuvre facile. En 2024, plus de 200 mineurs ont été condamnés pour homicide. Magali Macias est chargée des affaires pénales à l'Institut colombien pour le bien-être familial. Elle visite le centre de détention pour adolescents de Bogota, la capitale. 200 jeunes sont détenus ici. Pour les mineurs, quel que soit le délit, la peine maximale encourue est de 8 ans de détention. Ils sont protégés par la loi colombienne. Vous sortez dans combien de temps? Dans 4 mois. Mais tu fais des études? Oui. Vous faites quoi comme études? Je voudrais étudier pour travailler dans la mécanique. Des motos et des voitures? Plutôt des voitures. Des centres comme celui-ci, il en existe 24 au total en Colombie. 4000 places disponibles. Ils sont tous pleins. Je suis préoccupée par la situation du pays, par cette violence. Ici, nous essayons de préparer nos enfants dans un espace fermé. Ils sont privés de liberté avec des conditions particulières. C'est différent des prisons pour adultes. Mais dehors, c'est difficile de contrôler ce qui se passe avec ces groupes criminels qui leur proposent de l'argent et du pouvoir. Mais je crois que ce que nous leur apprenons ici, c'est à résister. On leur apprend à prendre les bonnes décisions pour se construire un bon futur loin de la criminalité. La plupart des jeunes détenus sont ici pour des affaires de violence ou de vol. Mais depuis quelques années, les faits sont de plus en plus graves. Et les auteurs d'homicides sont de plus en plus jeunes. Et ici, vous avez des mineurs de 14 ans qui ont commis des assassinats? Oui, nous en avons. Mais nous avons aussi beaucoup de cas d'enfants de 8-12 ans. Vraiment des enfants de 8 ans?
8 ans. Et si on va dans des villes comme Medellín, on trouve des enfants encore plus petits. J'ai entendu parler du cas d'un enfant de 6 ans. Les enfants de moins de 14 ans qui ont commis des crimes de sang ne sont jamais placés en détention. Ils sont suivis par des équipes de psychologues et des travailleurs sociaux, bien souvent débordés. La rue colombienne et les cartels ne recrutent pas que les garçons. Ils font aussi appel aux jeunes filles. Angelica, nous l'appellerons ainsi, a accepté de raconter son histoire. Elle souhaite rester anonyme. À 19 ans, elle a déjà passé 3 ans dans un centre fermé pour homicide. Elle baigne dans la violence et la drogue depuis sa plus tendre enfance. Tout a été très dur dans ma vie. Vers 6 ou 7 ans, ma mère était tout le temps bourrée. Vraiment bien bourrée. Et mon beau-père a tenté une fois de me violer. Ma mère l'a dénoncé, il est allé en prison. Il a pris 15 ans pour tentative de viol. Et moi, bon, à ce moment-là, j'ai commencé à boire de l'alcool, à fumer de la marijuana, sniffer de la colle, la coke, tout. Après, j'ai eu des mauvaises fréquentations et tout ce qui va avec. J'ai été complice d'un homicide avec des gars que je connaissais. J'étais avec eux le jour où ils ont tué un mec à cause de la cam qu'il avait volée. C'est pour ça que je suis tombée, ils m'ont dénoncée. Avec eux, on a fait plein de conneries, des crimes, tout. On faisait tout. Angelica affirme aujourd'hui être sortie du monde des sicarios, les tueurs à gages et de la drogue. Elle aime passer des heures devant le miroir. Pourtant, il y a quelques mois, juste après sa sortie, elle a tué un autre homme, le meurtrier de son frère. Ce jour-là, je traînais dans le centre-ville et je tombe sur ce fils de pute dans une impasse. J'ai pété un plomb. Il y a 1000 choses qui me sont passées par la tête à ce moment-là. Je me disais, ce fils de pute, je vais le tuer ici. Je me suis juré de le tuer là tout de suite. Ce fou, il a même pas réalisé que c'était moi. Du coup, je lui ai réglé son compte. Je lui ai envoyé 15 coups de couteau dans le cou. Je voulais pas m'arrêter avant qu'il soit raide mort. Ce couteau, je l'ai toujours avec moi, là dans ma poche. Il me quitte jamais. Ils ont pensé qu'on l'avait tué là parce que c'était un gamin des rues. Ils ont suspecté une vengeance à cause d'un autre ennemi ou d'autres cinglés qui voulaient sa mort. Mais c'était pas ça. Ils ont jamais imaginé que c'était une fille qui avait pu faire ça. Comment croire au miracle? Comment croire à un changement possible? Comment imaginer un avenir pour des adolescents, des enfants, lorsqu'ils ont atteint de tels niveaux de violence? Il existe pourtant des exemples de sicarios qui ont réussi à quitter le milieu et à changer de vie radicalement. C'est le cas de Kevin. ¿La barba te la vas a arreglar? No. ¿O te la quito? Ah, se me va el favor. Queda así, tóquese acá. Ajá, bueno. Queda de nuevo de unas. Après 5 ans passés dans un centre de détention, il est devenu barbier. Il a monté son propre salon dans la ville d'Armenia. On oublie de s'aimer. Tu te soucies peu de comment tu es physiquement, comment tu t'habilles, comment tu te coiffes. Quand on tombe dans le monde de la délinquance et de la drogue, on perd un peu l'estime de soi. Son histoire donne le vertige.
La racine du mal se trouve dans son enfance. Des années passées dans des régions ravagées par la violence des cartels et par les combats qui opposent les guérillas à l'armée régulière colombienne. La haine m'a dévoré. Je venais d'enterrer mon oncle 2 mois plus tôt. Et là, c'est mon père et mon frère qui tombent. Ils ont été assassinés à Guamoto, Lima, par l'armée colombienne. Je me suis fait une promesse, et le diable en a profité. La promesse, c'était de venger la mort de mon oncle et de mon papa. Je vais devenir un tueur, un sicario. À l'école, on me demandait, et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Sicario. Le diable se déguise de plein de manières. Il vient vers toi sous la forme d'une solution, sous la forme d'un ami ou aussi de la famille. Mais pour mon premier meurtre, on m'a ordonné de le faire au couteau, pour montrer de quel bois j'étais fait, pour montrer que j'avais assez de cran pour ça. Et t'avais quel âge? 14 ans. Je me souviens que la première fois, on m'a payé 50 €. C'est rien, parce que je devais faire mes preuves. Mais après, il y a eu des sommes différentes, 250, 500, parfois 750. Dans son salon, Kevin accueille et encadre des jeunes qui ont connu des problèmes avec la justice. Ils connaissent son histoire, alors ils l'admirent et le respectent. Lui les forme, les conseille et régulièrement il les recadre. Samuel, on te l'a toujours dit et on te le répète encore. Concentre-toi sur toi-même. La fête, les potes, la drogue, au final, il ne va rien te rester de tout ça, mon frère. Voilà pourquoi je suis si sévère avec toi. Comme un père qui râle tout le temps. Je veux votre bien. Je veux pas que vous finissiez comme moi, ou comme certains gars que j'ai essayé d'aider avant de comprendre que je ne pouvais plus rien pour eux. Tu as tout l'avenir devant toi. Et comme barbier, je t'ai vu faire beaucoup de progrès. Mais là, tu régresses comme personne. Et ça, tu ne peux pas te le permettre. Suis mon exemple. Aujourd'hui, moi, je vais bien. Le secret, c'est d'arrêter de consommer, de traîner dans ces milieux. Il faut s'éloigner de ces endroits et de ces personnes-là. Quand on est arrivé ici, à Armenia, j'ai eu des mauvaises fréquentations dans ce quartier très connu qui s'appelle Patio Bonito. C'est un quartier à problème. Et là, moi, je suis tombé dans la drogue. En ce qui concerne les fêtes, j'ai déjà beaucoup changé. Depuis que je le connais, c'est une source d'inspiration pour moi, pour ma vie. J'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Dès qu'il en a l'occasion, l'ancien sicario donne des conférences où il raconte son histoire. Ce jour-là, il vient à la rencontre de jeunes détenus. L'endroit n'est pas anodin. C'est le centre pour mineurs dans lequel il a lui-même passé plusieurs années. Bonjour. Mon nom est Kevin Escorcia. Nom de scène, K27 Rapréal. Je suis un ancien du centre. J'ai été ici pendant 5 ans, privé de liberté. Vous pouvez demander à ceux qui me connaissent, j'étais pas facile. Ici, j'étais un vrai dur. Mais il y a des gens qui ont cru en moi. Le changement est en vous. Si moi je change, la société autour de moi va changer aussi. Il faut que je change mes habitudes, mes potes, que je change mon environnement. Vous vous souvenez de Chimuelo, le sicario? Il a été condamné à 35 ans de prison. Et Conero, il a pris 25 ans de prison. Il y en a plein d'autres avec eux. Ici, vous êtes condamné à des courtes peines. Et ça vous semble énorme. Alors imaginez 25 ou 35 ans. Je ne vous ai pas posé la question, mais là, je vous demande. Vous aimez vos darons? Levez la main ceux qui aiment leurs darons. Qui veut téléphoner? Viens ici, mon pote. Comment tu t'appelles, mon frère?
Ok, mon pote. Comment s'appelle ta maman? Louisa. Louisa, ok. Maman, je pense beaucoup à toi et je voudrais te demander pardon. Mais qu'est-ce que t'as encore fait? Non, rien, tout va bien. Ah, je pensais que t'avais encore fait une connerie. Maman, je t'aime beaucoup. Allez, il a assuré, on l'applaudit. Cette intervention de Kevin, c'est l'administration et Fabian Soto, le directeur du centre, qui l'ont sollicité. Ces espaces de parole et de réflexion ont un impact très positif sur les jeunes du centre. C'est l'étincelle dont nous avons besoin pour qu'ils commencent à prendre leur vie en main, dans la légalité, la sobriété, une vie saine, pour profiter des beaux moments que peuvent leur offrir leur famille et la société. Et c'est ça notre pari, arriver à transformer leur vie. Dans cet établissement, comme souvent, le personnel est en sous-effectif. Et en fin de séance, un jeune détenu en profite pour s'évader. Parle-toi. Il ne sera pas rattrapé. Deux autres adolescents, qui tentaient d'en faire autant, sont arrêtés de justesse par le directeur du centre et ses équipes. Miguel! 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 C'est bon, c'est fini. Allez, c'est fini. C'est terminé. Au bout de quelques minutes, la situation semble maîtrisée, mais dans la cour, une bagarre éclate, avec des couteaux. Pour tenter de calmer les esprits, Kevin intervient. Un quart d'heure plus tard, les détenus retournent dans leur bâtiment. La situation s'apaise. Comment c'est possible qu'ils aient pu apporter des couteaux? Comment on fait pour les repérer? Eh bien, il faut les fouiller. On voit bien que ce n'est pas un jeu d'enfant tout ça. Et comme je dis toujours, il faut apprendre à se méfier d'eux tout en leur faisant confiance. C'est un amour responsable. Mais il faut aussi apprendre à poser des limites en tant que professionnel pour pouvoir gérer tous les imprévus. Mais moi, je suis convaincu que ces gosses peuvent changer. Quelques chaises qui volent, une bagarre, une évasion. Il en faut plus pour perturber Kevin. L'après-midi même, il enchaîne. Quand j'étudiais et que quelqu'un venait nous parler, je me disais, c'est chiant, il va raconter que de la merde. Mais aujourd'hui, on ne va pas dire de la merde, on va parler des réalités. Même conférence, même discours de prévention, mais pour un autre public. Les étudiants de l'Université des Lettres du centre-ville d'Arménia. La plupart d'entre eux viennent de familles plutôt aisées. Kevin veut les sensibiliser aussi. Même si les enfants tueurs, les sicarios, restent avant tout les enfants de la misère, issus des classes les plus pauvres. Mon rêve maintenant est de devenir conférencier et de faire entendre ma voix partout dans le monde. Je veux dire que j'ai changé, c'est la réalité. Il faut croire en la jeunesse, ils ont tellement de qualités. Et moi je suis leur voix, la voix de tous ceux qui sont derrière moi. On peut vivre sans drogue, on peut vivre sans le crime. Et tout le monde peut changer. Un aplauso para el Sena, un aplauso fuerte que se escuche. Ahorita sí vamos a tomarnos la foto, ¿listo?